Alors salut vous tous, j'enregistre cette vidéo après bien longtemps parce que, comme vous savez, je suis très malade et aujourd'hui ça va mieux, je me suis reposé, je n'ai pas beaucoup bougé et je vous interpelle aujourd'hui parce que moi-même je suis interpellé par les nouvelles quotidiennes, les mêmes choses à propos des élections en France et tout ce que les élus ou les futurs élus ou les futurs candidats veulent faire. Il y a dans tout cela quelque chose d'une absurdité incroyable, puisque la France doit des milliards et des milliards d'euros. Les gens se posent la question, comment augmenter le pouvoir d'achat? Et pour augmenter le pouvoir d'achat, il faut qu'on puisse augmenter les salaires, ou que les denrées et tout ce qu'il y a acheté baissent. Si les denrées baissent, etc., les gens qui fabriquent ces choses gagnent moins, ou doivent fermer leurs usines ou leurs entreprises. Si on augmente les salaires, il y a un pouvoir d'achat, mais à ce moment-là, les gens qui emploient les salariés n'ont plus assez d'argent que pour les employer. On essaie de faire des petites économies de millions ou d'1 milliard d'euros, mais ce n'est pas suffisant. Quand quelqu'un a dit dernièrement, un politicien, nous sommes comme en temps de guerre, mais c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est la guerre avec du sang. Ça veut dire que pendant la guerre que j'ai connue, il y a des restrictions que l'on ne peut pas réfuter. Il n'y a pas de syndicat qui veut dire « Ah non, nous on doit avoir de la viande ». Eh ben non, en temps de guerre on distribuait des tickets pour avoir autant de viande et autant de morceaux de pain. C'est-à-dire, c'était une restriction globale de la population qui parfois avait faim. Nous, quand nous étions petits, on disait à notre maman, « Maman, est-ce que je peux encore avoir une tartine ?» Ah non, le quota est terminé. Mais nous étions ni gros, ni trop maigres, nous avions juste à manger le strict nécessaire, c'était la guerre. Et nous en arrivons là, mais les gens sont trop gâtés, alors ils veulent comme un droit ce qu'ils ont toujours eu. Mais nous courons, nous sommes attirés dans un maelstrom, dans un tourbillon qui nous mène dans un gouffre où on sera, comme la Grèce, plutôt que nous, va être entraîné à faire des restrictions, à être dans un état restrictif à tel point que certaines personnes seront très très pauvres et mourront de faim et devront se débrouiller, et on sera comme en temps de guerre avec des gens qui se promèneront, vous voyez, comme dans le film avec Bourvil, avec des valises de paquets de viande dans la rue pour traiter, pour frauder, etc. Nous courons vers cela et personne ne s'en rend compte, mais il y a un moment donné où les banques vont devoir ne plus exiger les intérêts, parce que ce ne sera plus possible. Mais ce qui sera encore possible, c'est qu'ils donnent de l'argent, c'est-à-dire qu'ils rendent l'argent. Or, l'argent sur notre planète n'a jamais disparu. Tout l'argent nécessaire à tous les pays sont répartis partout, dans certains foyers, comme on pourrait dire, je ne veux pas dire un foyer familial, des foyers comme des banques, des gens très riches, des sociétés, etc., qui ont des milliards, des milliards, et ils les gardent. Et tout cela, et naturellement, les pays ont emprunté pour pouvoir survivre, pour pouvoir investir, etc. Mais à un moment donné, il faut rembourser. Et comme notre système capitaliste veut gagner de l'argent, donc à ce moment-là, je vous ai prêté de l'argent, mais maintenant, il faut me donner des intérêts. Comme ça, moi, je gagne aussi de l'argent, disent les banques.
Mais il n'y a pas que les banques, il y a des tas d'univers financiers cachés dans des tas d'endroits. Et donc, je vous répète, la Terre n'a jamais exporté à l'extérieur de la biosphère, de l'ionosphère, de la stratosphère, de l'argent. Il est resté sur Terre. Et les pays vont casquer. La Chine est en développement. Pour se développer, il faut qu'elle aille pomper l'argent en Europe, en Amérique, partout. L'Inde également, en développement, fait d'immenses constructions. Mais un jour, tout cela va coincer, parce que ce système n'est plus viable. Nous arrivons dans un moment cosmique de l'être humain où, j'allais dire collectivement, mais le collectif est toujours quasi obligatoire. Le collectif commence par l'individuel, c'est-à-dire la prise de conscience individuelle qu'une chose doit changer parce que nous faisons partie d'un tout, que l'être humain est particulier et qu'il doit pouvoir participer à la création parce qu'il est une créature de l'inventivité du cosmos et de la pensée en quelque sorte qui a créé l'univers. Et notre destin est de collaborer à l'univers et non pas d'en profiter pour avoir de petits bonheurs comme une télé, une voiture, comme pour avoir eh bien, de la jouissance des femmes ou les femmes, avoir des hommes ou jouir à tout prix de tout. Et si je dis ça, c'est parce que moi j'ai vécu en partie, j'ai joui de la vie, mais je n'ai pas pu trop jouir de la vie parce que j'avais un travail exténuant et 18 heures par jour. Sinon c'est vrai que si j'avais eu de l'argent trop facilement, je serais tombé dans ce travers. Mais je savais en même temps, par mon inspiration spirituelle et par mon apprentissage spirituel, qu'il fallait tôt ou tard que j'opte, même si c'est dans une vie prochaine, puisque je pense que la réincarnation est une chose inéluctable. Nous prenons des leçons, nous tirons des leçons de cette vie-ci, nous continuons dans une autre vie, en passant de classe en classe, de vie en vie, comme si nous passions de première en deuxième, en troisième, et nous apprenons, parfois nous chutons, nous renaissons, nous rechutons. Il faut que le monde change, parce que l'individu change. Il y a des petites unités comme ça qui se forment partout. Quand le nombre d'unités d'êtres humains aura dépassé un certain quota, il y aura un basculement. Mais avant ça, il y aura un basculement dans les énergies, dans la sismologie, dans tout ce qui est catastrophique au niveau financier, au niveau terrestre, au niveau des éléments. Tout ça va se combiner pour que l'homme puisse réfléchir, car la souffrance de l'être humain l'a toujours poussé à réfléchir plus loin que sa petite personne, à moins que l'être humain qui souffre n'entre en colère et montre le poing à une divinité hypothétique à laquelle il ne croit pas et dit « Je te hais, toi qui me fais ceci ou ça ». Non, c'est impossible. Nous sommes pris dans un courant inexorable qui nous pousse à l'expansion de notre conscience et qui fait en sorte que ce qui va arriver arrivera. Voilà. Je voulais terminer par une blague inventée, mais je crois que ce sera pour une autre fois. Voilà, j'espère que cette vidéo sera vue. C'est tellement important, c'est tellement évident. Cela nous pend au nez de chacun d'entre nous. Et bientôt,
pour ceux qui n'auront pas réfléchi à temps, il sera trop tard. Bye bye tout le monde.